Bonjour Darol, Trégaré de Voudeuil de Chilawahanon. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Nous allons vous présenter le vêtement de travail porté par les Cloarsiennes dans les années 1880-1890, à la belle saison. Des scénettes vous permettront d'en comprendre toute la variété et la singularité. Clark-Arnoët est une commune mondialement connue, notamment grâce à des peintres tels que Paul Sérusier ou Paul Gauguin qui y ont séjourné et ont peint les paysages du Pouldu. Elle bénéficie d'une situation particulière en Finistère Sud, puisqu'elle se situe à l'embouchure d'un petit fleuve côtier qui s'appelle la Laïta, qui est à la fois le trait d'union et la frontière entre le pays de l'Avenne et le pays vantais. Et c'est l'une de nos caractéristiques essentielles. Nous sommes à la croisée des modes vestimentaires traditionnels cornouaillaises et vantaises. Le vêtement qui vous est présenté est issu du vestiaire paysan féminin cloarsien. Il est porté au quotidien aussi bien par des paysannes, mais également par des commerçantes, des ouvrières. Les matières employées ont été allégées et adaptées aux travaux réalisés à la belle saison. Le choix des tenues présentées est lié au travail de recherche basé essentiellement sur la découverte récente des collections photographiques et ethnographiques d'Otto Seligman et de Didier François, et également sur l'étude de pièces authentiques. Et ces deux collections photographiques nous ont énormément renseignés par la richesse et la singularité des renseignements qu'elles nous fournissent. Nous avons eu la chance immense aussi de travailler avec des pièces locales authentiques, et notamment des jupes, coiffes et capots noirs d'époque que nous avons pu étudier. Ces sources de qualité nous ont servi de référence pour le choix des tissus actuels que nous avons utilisés pour la reconstitution de nos jupes notamment. Choix des motifs floraux ou géométriques. Choix des couleurs, justifiés par des recherches sur le nuancier des couleurs d'époque. Ces couleurs étaient obtenues à partir de pigments disponibles fin 19e, dans l'esprit des toiles dites indiennes à la mode à cette époque. Nous savons également le caractère affirmé des Cloarsiennes, qui appréciaient d'avoir de l'originalité dans leur tenue, et en respectant quand même l'unité de style propre à leur commune, ce qui justifie la variété des motifs et des couleurs observées dans nos sources. Ce vêtement paysan dans notre illustration se compose, comme partout en Basse-Bretagne à la fin du XIXe siècle, d'un corsage, d'une jupe, d'un tablier et d'une parure qui comprend la sous-coiffe, la coiffe et le col. Les cheveux étaient tirés et attachés en chignon, enserrés d'un cercle d'orme tressé qui donnait une forme arrondie très nette au fond de la sous-coiffe qu'on appelle béguin ou coiffebin. Ce béguin était noué sous le menton et agrémenté de squarneaux, des petites ailettes amidonnées. Il pouvait s'habiller d'un ruban de satin de coton noir en signe de deuil, comme le porte Marine par exemple, juste là derrière le cube. La grande coiffe, dite coiffe carrée, était portée de manière, elle, plus aléatoire. Vous pouvez en voir des reconstitutions avec Marine, encore une fois, ou Gwen dans la ronde. Un chapeau de paille rubané se portait aussi parfois sur la sous-coiffe, comme vous pouvez le voir avec Maëlys ici. Enfin, un mouchoir de tête, comme le porte Solène dans la ronde, était aussi visible dans les tenues. C'est une pièce de coton blanc. J'attire votre attention sur une pièce unique et exceptionnelle qui est le capot noir que porte Evelyne dans la ronde. C'est la seule pièce authentique qui sera présentée aujourd'hui. Elle ne sera pas portée évidemment lors du spectacle de rue tout à l'heure parce qu'elle est bien trop fragile et rare. Et nous sommes d'ailleurs en cours de travaux de reconstitution de capots noirs dans cette idée-là. La parure comporte un col à relière dont on ne voit généralement que la petite bande de coton empesée qui dépasse de la bavette, mais que l'on peut voir dans son ensemble porté par Solène dans la ronde, donc Solène avec le mouchoir de tête, qui recouvre la chemise de lin. Les manches de ces chemises de lin étaient recouvertes de manchons, comme le portent plusieurs de nos danseuses. Les femmes portaient une camisole, le manchot, ou un corselet, le corken, qui est la version sans manches, tous deux en drap de laine noire, rehaussés d'un empiècement de velours de coton. Les jupes, arve rose, sont des répliques d'une pièce authentique dont je vous ai parlé précédemment. Elles sont plissées en tuyaux d'orgue à la taille, et chacune a été confectionnée par la danseuse qui la porte. Et ça, c'est un point essentiel pour notre groupe, que les gestes soient transmis, que le savoir-faire perdure au fil des générations et que les danseuses connaissent leurs costumes. Ces jupes recouvrent une sous-jupe de coton que l'on aperçoit tout de suite avec Marine, que je vous ai déjà citée.
Le tablier, Ande d'Avangir, c'est la pièce la plus remarquable de notre tenue féminine. Elle laisse voir le dos et le bas de la jupe. Il est très couvrant et très ample et il possède un large devantier, donc la bavette. Enfin, quand elles ne travaillaient pas pieds nus, les femmes portaient aux pieds des chaussons de feutre glissés dans des sabots dont nous n'avons pas encore pu nous procurer de modèles reconstitués. Je vous laisse maintenant au bon soin de Maïlis. Bonjour à tous. Donc la question que nous avons choisie, c'est pouvez-vous nous parler de votre coiffe au dernier stade de son évolution? Donc Chloé Carnot, il s'agit de celle portée dans les années 30 à 40. Il faut savoir que cette coiffe, elle ne porte pas de nom en breton, on va simplement dire la coiffe. Et quand on parle d'elle, eh bien, on va parler de l'ensemble grande coiffe plus sous-coiffe. Ce sont vraiment deux pièces qui sont indissociables. Vous allez pouvoir observer Stérène qui va poser sa coiffe le long de cette présentation. Donc d'abord, les femmes commençaient par se coiffer. Et donc dès les années 20, elles vont adapter leur coiffure à leur type de cheveux, la densité, à la quantité, à leur implantation. Surtout au niveau de l'avant de la coiffure, puisque l'ensemble d'entre elles vont terminer leur coiffure par un chignon à l'arrière de la tête. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des accessoires tels que des barrettes, des peignes ou plus rarement des filets. Vient ensuite la pose de la sous-coiffe, qui est fixée directement sur les cheveux à l'aide d'épingles blanches nacrées. Et les ailettes vont être relevées et fixées au corps du béguin ainsi qu'à la grande coiffe par la suite. Donc on vient ensuite poser la grande coiffe, qui sera elle fixée sur la sous-coiffe, toujours avec des épingles blanches nacrées. Il faudra en totalité une douzaine d'épingles pour fixer l'ensemble de la coiffe. La coiffe et la sous-coiffe pourront être ornées de broderies faites à la main ou bien de manière mécanique pour les jours de fête. Ce sont des broderies qui sont en général accordées entre elles. Et évidemment, la coiffe sera aussi amidonnée avant d'être posée sur la tête. Sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, les Cloarziennes, bien que cornouaillaises, ont toujours porté une mode vestimentaire qui se rattache au pays vantais. Puisque en fait, il y a l'ensemble des pièces du vêtement traditionnel qui en fait est commun, qui est commun à ce qui se portait sur une trentaine de communes du pays lorientais. Donc la coiffe, elle se compose de deux éléments, comme je vous disais tout à l'heure. Donc d'abord, nous avons la sous-coiffe, qu'on peut également appeler béguin, ou bien petite coiffe, coiffe biande. Donc c'est un petit bonnet qui a un corps et un fond circulaire en tulle de coton, qui est reconnaissable du coup avec les ailettes qui vont orner chaque côté du visage de la femme. Ensuite, nous allons avoir la grande coiffe, qui est du coup une longue bande de tulle montée en arrondi autour du passe, qui est donc la partie centrale de la grande coiffe. Et donc on va aussi avoir le poultren, juste ici, qui est en fait un morceau de gaze qui est découpé en éventail et qui va être monté de façon à former comme une poche, comme ça, qui va venir épouser la forme du béguin pendant l'épinglage. Il y a une petite particularité pour la coiffe de deuil. En voici une authentique. En fait, elle va reprendre la forme rectangle du passe, mais en beaucoup plus grande. D'ailleurs, elle va s'appeler coiffe carrée. Et donc, du coup, on va avoir aussi les ailettes du béguin qui vont être remontées et fixées seulement au béguin et plus à la coiffe. Contrairement au pays lorientais, la coiffe de Cloire va toujours garder sa forme un petit peu de chapeau chinois jusqu'à sa disparition, mais elle va simplement être portée un peu plus en éventail à l'arrière de la tête. Selon Creston, cette coiffe est issue d'une lente évolution qui a démarré au milieu du 19e siècle et qui sera poursuivie même dans les années d'après-guerre pour se figer dans l'aspect qu'on connaît de nos jours. Cette coiffe va disparaître en 2002 avec le décès de Madame Marie Guélec, qui aura été la dernière cloarzienne à avoir porté sa coiffe tout au long de sa vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la main à Lisa pour vos questions. Bonjour. Bonjour, merci à vous pour votre présentation. Je commence par la première question.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la recherche de vos tissus pour la reconstitution? Les tissus sont pas aussi faciles à trouver que d'antan, hein. Avant, on sait que c'était du coup souvent soit les colporteurs qui ramenaient les tissus, ici à Clohars. On a aussi beaucoup de marins d'État, de pêcheurs aussi, qui ramenaient les tissus de là où ils allaient, notamment marins d'État avec la Compagnie des Indes. On avait beaucoup de soieries. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de retrouver les étoffes d'antan, alors on essaye de s'en rapprocher au mieux. Actuellement, la majorité de nos tissus viennent de la capitale, les marchés de Saint-Pierre. C'est là qu'on arrive la plupart du temps à retrouver nos étoffes. Mais ça reste toujours compliqué. Je complète, je suis désolée. Et donc, les critères qui ont fait que vous avez choisi cela? Nos tissus? Ouais. Déjà, nos critères, c'était du coton pour ressembler au tissu qu'on avait. On a donc, vous avez pu voir dans le dossier, on a une jupe authentique qu'on a pu récupérer, donc qui appartient à l'association Troscaz, qui est bien trop fragile pour qu'on l'amène ici avec nous. Donc déjà, on a pu voir que c'est du coton. Ensuite, pour trouver tout ce qui est motif, tout ce qui est couleur, là, on s'est donc appuyé sur le nuancier de Monsieur Dorian, que vous avez pu voir également sur le dossier. C'est un designer contemporain qui a fait tout un travail justement autour des nuanciers de couleurs. Ce sont que des couleurs naturelles avec souvent des plantes, des aliments ou d'autres produits vraiment qu'on trouve au niveau local. Et puis après, au niveau des motifs, on s'est basé notamment sur les photos qu'on a pu retrouver, collection François, collection Seligman, un petit peu moins au niveau des tableaux où on va plus se retrouver au niveau des couleurs, mais du coup, nous, on s'est axé sur des motifs plutôt géométriques, motifs floraux, qui ressemblaient le plus à ce qu'on pouvait retrouver à l'époque, en tout cas d'après nos recherches. Et sous ces jupes, vous portez des jupons ou Alors, donc on a notre tablier, oui. Notre jupe, on a la sous-jupe qu'on peut voir un peu sur... Peut-être Gwen va nous montrer la sous-jupe. Le jupon, c'est peut-être un petit peu trop indécent de vous le montrer. Et un panty également en dessous, une culotte fendue. Et la sous-jupe est en fronce d'orgue pareil ou C'est pas des tuyaux d'orgue, on a des plis, effectivement. Je sais pas si... Ouais, on a... Là, ça commence à devenir vraiment un petit peu... Non, on a vraiment on a différents niveaux de fronce. C'est bien sûr moins froncé, en fait, c'est un lassage qui est mis à la taille et c'est nous qui fronçons nous-mêmes. On ne retrouve pas les tuyaux d'orgue qui nous ont pris quelques heures à confectionner chacune. La jupe, en termes de fixation par rapport au corselet, il y a une méthode pour pas qu'elle tombe, parce que j'en ai marre. Alors, le poids des tuyaux d'orgue et le tourage. Effectivement. Du coup, on a des boudins qu'on voit plutôt chez certaines que chez d'autres, qui en fait, on fixe notre jupe avec 2 épingles sur ce boudin, et après elle est nouée sur le devant, et on compte sur les hanches de nos danseuses pour pouvoir porter le poids de la jupe. On voit au moins je crois qu'il y a plusieurs tabliers qui ont un petit lacet de serrage sur l'arrière. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? On a retrouvé ça sur certains documents iconographiques. A priori, c'était des lacets qu'on retrouvait sur certains tabliers, surtout dans les travails en extérieur, pour éviter que le tablier puisse voler. On a aussi retrouvé dans nos recherches des surtabliers qu'on n'a pas actuellement, qui en fait étaient finalement un double tablier qu'on remettait par-dessus, afin d'éviter de salir le tablier. Parce que du coup, il faut se dire que c'était un costume, certes de travail, mais c'était aussi le costume qu'on portait pour aller au marché, pour aller le dimanche en grande sortie ou pour aller à la messe. Il ne faut pas voir ça que comme un costume, un vêtement de travail. Moi, je vais poser une question par rapport à la question de l'évolution de la coiffe. Finalement, pour vous, qu'est-ce qui caractérise vraiment cette dernière mode d'évolution? On va dire, au niveau juste de la coiffe? Oui, de la coiffe, ouais. Ouais, au niveau de la coiffe, c'est surtout par rapport à sa taille. Hein, on est au maximum de l'ampleur au niveau de la coiffe. Au niveau ornemental, on est sur des coiffes avec des broderies. Alors là, effectivement, Christine, elle portait une coiffe on est sur des coiffes, des costumes de grande cérémonie.
pour justement des personnes, on va dire, plutôt aisées. Sinon, on retrouve aussi simplement du tulle de coton avec un picot de dentelle sur l'extérieur. Et on va dire que la broderie de nos coiffes est aussi quelque chose de caractéristique sur nos dernières modes. C'est des coiffes qui sont très ajourées et on ne voit plus du tout apparaître, je ne sais pas si vous en rendez compte, on ne voit plus du tout apparaître la gaze de coton, enfin le tulle finalement qui est découpé entre les motifs. Chose qu'on peut retrouver sur les modes un petit peu plus anciennes. Sur la longueur des jupes, vous êtes en mode travail. Qu'est-ce qui, par rapport aux iconographies, on s'y retrouve bien, mais comment vous l'expliquez que ça reste aussi long alors qu'on va être dans les champs et donc ça peut prendre la terre? C'était aussi, alors ça c'est une théorie que nous avons développée, mais c'était aussi forcément des vêtements qui étaient portés en 1880. En 1880, c'était quand même un peu malvenu de voir les chevilles des dames. Et donc du coup, on restait sur du long. On retrouve des modes plus courts, mais dans des années, à partir des années 20, la jupe commence à raccourcir, enfin 1920, la jupe commence à raccourcir et on arrivera au maximum dans nos années 40. Mais dans ces années-là, on reste tout le temps sur du long. Alors on peut relever les tabliers comme on peut le voir sur Gwen, mais la jupe, elle restera toujours à ces longueurs-là. Au niveau du col, est-ce que vous avez, entre l'école tradition et l'école plus ancien, qu'est-ce que vous constatez comme évolution ou variation? Ou permanence aussi, il peut y avoir des choses qui sont permanentes. Ouais, alors la forme du col va toujours rester la même. Vous pouvez le voir notamment peut-être sur Solène, donc on a en fait on a 2 pans à l'avant et un grand pan à l'arrière. Les 2 pans à l'avant viennent se nouer. Ça, c'est une pièce de base qui n'évoluera jamais. Après, on va pouvoir voir au niveau de l'ajourement du col. Vous pouvez voir que sur Christine, le motif du col va se rapprocher du bord de dentelle de la coiffe. Et du coup, on va avoir des cols ajourés, chose qu'on ne trouvait pas dans les années 1800. Et puis, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, les coiffes sont de plus en plus ajourées. Dans les années 20, on va retrouver des cols qui sont plus travaillés, mais qui ne sont pas aussi transparents que ce qu'on peut voir, avec encore du tulle apparent. Et puis après, dans les toutes dernières modes du costume de travail, on n'aura plus du tout de col, c'est des caracos. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation Merci. à vous.